Bonjour à tous, je suis Vincent Toussaint, le directeur général de Medialex et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire très attendu consacré à la bascule et à ses conséquences, la bascule d'Infogreffe vers le guichet unique de l'INPI. Alors, vous le savez, cette bascule suscite un certain nombre d'inquiétudes dans vos rangs, ce qui est bien compréhensible. Inquiétudes alimentées par un certain déficit de communication de la part de l'INPI. On a vu aujourd'hui encore au journal officiel paraître un arrêté qui nous donne quelques précisions. Isabelle De Oliveira, qui va animer ce séminaire, va vous en parler dans quelques instants. Je veux simplement vous dire que nous avons la chance à Medialex de faire partie du board de l'association IPACT, association qui regroupe les utilisateurs professionnels du guichet unique. Et donc, nous sommes en mesure d'avoir à la fois des informations intéressantes et utiles et de pouvoir traiter les dossiers dès le 1er janvier dans des conditions optimales. Quelques consignes de confort pour chacun d'entre nous pendant ce webinaire, encore une fois qu'Isabelle va animer. Je vous demande et je vous remercie par avance de bien vouloir couper vos micros et de désactiver vos caméras. Et par ailleurs, si, comme je l'espère, vous avez des questions à nous poser, je vous invite à le faire directement dans la partie conversation de Teams. Et nous avons des modérateurs qui les lisent et qui vont les sélectionner. Et Isabelle tentera d'y répondre. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence très nombreuse et je vous confie aux mains expertes d'Isabelle. Bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle De Oliveira, je suis responsable formaliste chez Medialex. Pour vous parler un petit peu de mon parcours, je suis passée par le greffe, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et en cabinet de formalité depuis à peu près 15 ans. Donc voilà, ce qui me donne une vision un petit peu à 360 des formalités. Donc je vous propose de commencer cette présentation. Donc elle se déroulera en plusieurs étapes. Première approche, ce sera une présentation générale de la réforme, même si vous avez une idée de ce qu'il en est, c'est bien de rappeler éventuellement un état des lieux à J-2 et une démonstration. On fera une constitution d'une ESCI, par exemple, et puis on aura un petit temps d'échange sur lequel je pourrai répondre à vos questions laissées donc sur l'onglet conversation. Donc la présentation générale de la réforme. La réforme, elle a déjà pour objectif dématérialiser toutes les formalités. Hein. C'est le but absolu du gouvernement, c'est qu'on n'ait plus à passer par le papier. Vous verrez que ça va pas se faire tout de suite, mais en tout cas, c'est l'objectif de dématérialiser toutes les formalités, de les simplifier avec un seul point d'accès, contre 6 auparavant. Hein. Il y avait plusieurs CFE auxquels on pouvait s'adresser, et de mutualiser l'information dans un registre national des entreprises qui est le RNE et qui sera, qui sera opposable au tiers, sur lequel il y aura un certain nombre d'informations qui seront consultables gratuitement et sur lequel on pourra mettre un certain nombre d'alertes. Alors, les moyens pour arriver à ces objectifs, c'est la création du guichet unique, qui, comme je vous le disais, remplace les 6 réseaux de centres de formalité et d'entreprise. Et il faut noter que le greffe conserve toujours sa mission de tenue du RCS. Donc, le CABIS existe toujours. Il est toujours la carte d'identité officielle de l'entreprise. Et le greffe est toujours en charge de la tenue du RCS. Alors, le guichet unique, il concerne qui? Eh bien, il concerne toutes les entreprises qui exercent une activité en France ou les entreprises étrangères qui souhaitent y exercer. Et concerne quelles formalités? Eh bien, toutes les formalités. La création, les modifications, cessations, les dépôts d'actes isolés, déclaration des bénéficiaires effectifs, dépôt des comptes annuels, BODAC. On verra par la suite ce qui est possible ou ce qui n'est pas encore sur le guichet unique, mais en tout cas, voilà, ça, c'est les formalités concernées. Les missions du guichet unique, elles ont pour but de collecter des informations, des documents et des frais. Et elle détermine les organismes valideurs compétents. Donc, elle collecte les frais pour ces différents organismes. Donc, par exemple, on pense notamment à la Chambre des métiers et de l'artisanat, pour laquelle on sera amené à payer directement les frais au moment de la déclaration. C'est là que la catégorisation de l'activité sera importante. Vous le verrez tout à l'heure quand on fera la constitution en ligne. Il va falloir porter un point de vigilance important sur la description de l'activité, sur la déclaration de l'activité, puisque c'est ce qui va déterminer l'organisme valideur.
Ensuite, elle transmet la synthèse de toutes ces informations aux organismes valideurs qui sont et qui restent les greffes qui étaient précédemment des CFE, les chambres de commerce et d'industrie qui étaient également CFE, la MSA, la Direction générale des finances publiques et l'URSSAF. Attention, il y a effectivement une ligne d'appel qui est mise en place par les NPI, qui est amenée à pouvoir gérer 100 000 appels par semaine, mais cette ligne ne concerne que les problèmes techniques du guichet unique. Elle ne renseignera pas sur le fond ou sur les formalités. Ça, c'est important. Alors, l'état des lieux à J-2, qu'en est-il? Eh bien, ce qui fonctionne, les constitutions, ça fonctionne plutôt bien. Il y a beaucoup de questions, mais ça fonctionne. Voilà, vous allez voir que c'est un tout petit peu plus compliqué, enfin, c'est plus compliqué que précédemment sur Infogreffe. Donc, on a déjà un certain nombre d'informations qui deviennent obligatoires, qui n'étaient pas bloquantes sur Infogreffe et qui le sont. Notamment la surface des locaux pour les nouveaux établissements, régime matrimonial pour les personnes physiques, le mail et le téléphone des dirigeants dans certains cas, et le régime fiscal et de TVA qui est également impératif. C'est-à-dire que ces informations bloquent la saisie de la formalité. Et le temps estimé de saisie d'une constitution est d'environ 10 minutes, voilà, sensiblement, ce qui était beaucoup moindre sur Infogreffe, pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Donc, on a une complétion des formulaires qui est fastidieuse. On va le voir ensemble. Vous allez voir, il y a énormément de questions auxquelles il faut répondre. La délivrance du CABIS, elle est portée à environ 2 semaines, quand parfois sur Infogreffe, on l'avait en 24 heures, voire même dans la journée. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de CABIS dit provisoire délivré dans l'intervalle. Le CABIS provisoire était celui qui n'avait pas de numéro sirène. Donc, le seul CABIS qui sera délivré à l'avenir sera celui qui portera la mention du numéro RCS et il sera donc délivré à l'issue de la formalité traitée par le greffe et de l'information envoyée aux sirènes. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un délai qui va être bien plus important que précédemment. Et le CABIS papier serait envoyé directement. On n'aurait pas de CABIS dématérialisé pour le moment, même si a priori on a des informations qui disent qu'on y arriverait aussi. Donc voilà ce qu'on sait. Alors ce qui n'est pas pris en charge par le guichet unique, eh bien le guichet unique pour le moment ne prend pas en charge les modifications de société et les cessations. Et on est basculé sur le guichet entreprise, ces formalités-là. Donc, c'est une mesure qui est transitoire. Le but, c'est effectivement que le guichet unique devienne notre seul point d'entrée, notre seul point de déclaration. Ça, c'est vraiment une mesure transitoire qui peut aller jusqu'au printemps 2023. Et certaines formalités sur le guichet entreprise ne sont à ce jour pas accessibles, telles que le dépôt d'actes isolés, donc mise à jour des statuts, mais on pense beaucoup au dépôt de traités de fusion, au dépôt de PV qui font courir des délais comme des réductions de capital, parce que pour l'instant, à l'instant où je vous parle, ce n'est pas possible sur le site, sur le guichet unique, et les greffes disent ne pas les prendre. Donc voilà, ça c'est un gros point d'inquiétude. Les déclarations de bénéficiaires effectifs isolés, ce n'est pas possible non plus, des clôtures et radiations, les formalités de GIE, etc., etc. Là, on vous a donné que quelques exemples. Le dépôt des comptes en ligne, alors il est prévu. Si vous avez fait le test, vous voyez qu'il nous demande de scinder des documents, de renseigner des chiffres comptables pour pouvoir valider la formalité. Donc, c'est très, très lourd à faire. Ça ne fonctionne pas toujours. Donc, pour le moment, le dépôt des comptes, ce serait quand même en version papier à partir de janvier. Voilà. Alors, en cas de difficulté grave, c'est-à-dire que si vraiment le guichet entreprise, qui est donc le plan B du guichet unique, et qui ne fonctionnerait pas, alors quelle que soit l'opération, à l'issue de 96 heures après que le blocage ait été identifié, il y aurait une bascule vers le CFE compétent en procédure de secours. Donc ça, c'est l'arrêté qui a été publié le 29 décembre aujourd'hui. Donc, le CFE compétent, chambre de commerce pour les activités commerciales, chambre d'artisanat pour les activités artisanales et le greffe, par exemple, pour les sociétés civiles, etc. Alors, ce qu'appelle une vigilance particulière, c'est la modification et les radiations. Alors, il faut savoir que quand on va se connecter sur le guichet entreprise, donc pour les modifications et radiations, en inscrivant le numéro RCS, il y a un certain nombre d'informations qui sont rapatriées, comme le faisait par exemple Infogreffe. Si ce n'est qu'aujourd'hui, les informations qui sont rapatriées sont celles c'est le résultat de la fusion de plusieurs registres. Donc, elles ne sont pas forcément à jour. Le premier travail que nous allons devoir faire quand nous déclarons une formalité, c'est de vérifier que les informations qui sont rapatriées sont bonnes.
Ça veut dire que pour cela, on va devoir télécharger un CABIS, s'assurer que les informations qui sont indiquées sur le guichet entreprise correspondent aux informations du CABIS. Et si ce n'est pas le cas, les modifier. Donc ça va prendre un petit temps dans notre activité. Forcément, ça va nous prendre un petit peu de temps parce que c'est important que cette base, elle soit bonne et saine. Et surtout qu'on n'ait pas un rejet au greffe quand arriveront les informations sur des informations qui ne concerneraient même pas la formalité au final. La zone de saisie de l'activité se retrouve considérablement réduite. On avait 500 caractères aujourd'hui sur Infogreffe. Demain, on n'en a que 280. Donc, il va falloir penser à synthétiser un petit peu les activités. Voilà, par exemple, bon, après, on a mis quelques petits exemples. Par exemple, pour la transmission universelle de patrimoine, il y a un siège de liquidation qui est demandé. Voilà, et qui bloque la saisie. Donc, on est quand même obligé de renseigner un siège de liquidation, ce qui est pas du tout adapté à la TUP. Pour l'augmentation de capital, pour le moment, on ne peut pas déclarer de décimale, donc il faut le mettre en observation. Voilà, c'est des petits couacs, des petites choses qui peuvent voilà, pas être terribles. Et la liste des pièces réclamées par le guichet unique ne sont pas toujours à jour. Donc, on demande, je vous ai mis quelques exemples, encore un PV enregistré pour les augmentations de capital, une pub pour un changement d'associé dans une SCI. Donc, il va falloir être vigilant, bien connaître les pièces à transmettre pour éviter d'oublier une pièce qui serait importante et qui générerait un rejet ou de devoir, par exemple, pourrir enregistrer un PV qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Et donc, toutes ces petites imprécisions, bah, forcément, ça augmente de façon importante le nombre de rejets au greffe. Donc aujourd'hui, il est estimé à 2/3 des dossiers qui sont rejetés par le greffe, contre 10% lorsqu'on passait par Infogreffe. Donc, quelques questions restent toujours en suspens. Donc, vous voyez, on est le 29 et il y a encore des choses qu'on ne sait pas de façon certaine. Les refus et les rejets seront-ils envoyés par courrier à la société? À son mandataire, reviendront-ils sur le guichet unique? A priori, ce serait certainement sur le guichet unique. Mais voilà, il n'y a pas encore beaucoup de précision à ce sujet. En cas de rejet, bah, le retour papier, je dois compléter avec une pièce. Comment je fais? Est-ce que je le remets sur le guichet unique? Est-ce que je l'envoie au greffe? Est-ce que je l'envoie en papier? S'il y a des frais de rejet, bah, comment sont réglés ces frais de rejet? Est-ce que je dois joindre un chèque au greffe? Comment? Enfin, voilà. Vous voyez, c'est des questions importantes qui restent quand même en suspens. À cela s'ajoute le fait que les greffes refusent de façon systématique que nous puissions imprimer des PV ou des actes signés de façon électronique. Pour eux, ça équivaut à une copie d'acte et non pas un original. Donc, un vrai retour en arrière, nous qui étions poussés et qui poussions les clients à passer sur la signature électronique pour beaucoup plus de simplicité, on va devoir leur demander de repasser à la signature originale. Ça, c'est pas terrible. Les textes de loi prévoyant que toutes les formalités doivent impérativement passer par le guichet unique, puisque c'est la base, vous avez vu, c'est l'objectif de la réforme, les greffes ils refusent tout dépôt papier. Donc ça veut dire que les formalités qui aujourd'hui ne passent pas sur le guichet entreprise, les modifications, les radiations, notamment les formalités que je vous ai listées tout à l'heure, sont des formalités aujourd'hui qu'on ne peut pas envoyer au greffe en version papier, puisque eux partent du principe que le texte prévoit un dépôt dématérialisé de toutes les formalités. Donc voilà, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on ait vraiment des précisions sur tous ces points-là. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du dépôt d'actes isolés, qui aujourd'hui est bien du ressort de l'INPI. Donc ça, au moins ça a été tranché. Toutefois, ce n'est pas accessible. Et les greffiers, pour le moment, ne veulent pas non plus le prendre en version papier. Donc voilà, si au 2 ou 3 janvier, vous avez un dépôt de projet fusion, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire comment déposer cet acte isolé. Donc, alors, les solutions envisagées. Alors, avec l'association IPACT, a demandé au ministère une circulaire qui pourrait obliger les greffes à traiter les formalités non accessibles. Bon, alors, après, on peut demander, à voir, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, de demander pour sécuriser nos opérations, c'est-à-dire de pouvoir traiter les formalités papier non accessibles sur le guichet unique. Et surtout, de suspendre les délais
en raison des déposables qui ne sont pas réalisables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un traité de fusion qui va être déposé, je ne sais pas où le déposer, enfin, on va perdre déjà beaucoup de temps à savoir comment le transmettre pour qu'il soit déposé sur le registre du commerce. Enfin, bon, voilà, et donc on attend un certain nombre de précisions sur ces éléments-là, qu'on souhaiterait que l'INPI liste les formalités concernées et que par circulaire, on demande au greffe de traiter ces formalités-là en version papier. Alors, je vais vous faire une petite démonstration d'une formalité. Alors, je me connecte. Est-ce que vous voyez tous Alors, je vais me connecter sur le site de l'INPI. C'est bon. Vous voyez tous mon écran. D'accord. Donc là, je me suis connectée. L'inscription, elle est assez simple pour se créer un compte. Donc, on va initier une constitution de société civile, par exemple. Alors, donc vous allez voir en fait qu'on a quand même beaucoup de champs comme ça à remplir. Voilà. Alors, c'est pas des questions très difficiles, hein, mais c'est voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est des champs et des champs et des champs. Par exemple, c'est une immobilière. On va se mettre là. Société civile immobilière. Et là, beaucoup de questions auxquelles répondre. Est-ce que vous reliez une entreprise agricole? Est-ce que l'extension d'une société étrangère? Voilà, bon, je vous passe les. Donc, avec ou sans établissement, en fait, il faut comprendre que c'est avec ou sans activité, hein. Vous voyez, il y a des choses en plus qui ne sont pas du tout intuitives. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas un petit peu pratiqué le site, il y a des choses qui peuvent ne pas parler à tout le monde, en fait. Donc, ici, on va. Hop. Indiquer une activité. Voilà. Donc, vous avez les champs avec une astérix rouge, sont des champs obligatoires. Là, on nous indique une date de clôture qui n'est pas nécessaire pour une SCI. On peut l'indiquer néanmoins. Entreprise, donc après, capital non, société. Vous voyez, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Ici, il faut aller chercher voilà, la devise. Indicateur d'une fusion, non. Alors, ce n'est pas très compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations. Domiciliation provisoire au domicile du représentant, non. Il y a des choses qui, par exemple, sur Infogreffe, se mettaient par défaut en non, entre guillemets. Il fallait vraiment aller chercher l'information pour la déclarer. Là, on répond à toutes les questions. Alors. Alors, vous verrez que pour ce qui est des adresses, on va devoir, par exemple, il va falloir forcément qu'elles soient dans le listing en fait, de l'INPI. Donc là, parfois, ça va certainement poser des difficultés quand l'adresse ne sera pas connue du registre. Il faudra utiliser le complément de localisation. Porte. OK. Étape suivante. Donc là, il me demande. Voilà. Donc, liste des domaines, j'en ai pas. On continue. Date de publication, il va falloir rentrer la date de publication de notre annonce légale et le journal. Voilà. Et c'est là, en fait, où on va mettre les dirigeants. Donc, vous voyez, liste des personnes intervenant dans la composition ou la gestion de l'entreprise. Donc, ici, on va chercher son gérant. Et s'il cumulait, par exemple, une autre fonction, comme par exemple associé, on va la chercher ici. Donc, on va mettre une personne physique.
est-elle bénéficiaire effective ou pas là? Donc, ça veut dire qu'on va le mettre là, par exemple. Je pense qu'avec la pratique, en fait, ça peut devenir quelque chose d'intuitif, mais ça demande en fait beaucoup de vigilance parce qu'une fois de plus, ça risque d'être... donc, vous voyez, il y a des champs quand même qui facilitent un petit peu la saisie. Alors, vous voyez, je me suis quand même un petit peu entraînée, hein. C'est ce qui fait qu'on va un petit peu plus vite. L'adresse, par défaut, ça reprend l'adresse qu'on a renseignée précédemment, sinon on peut effectivement la changer. Là, l'adresse email et le contact ne sont pas obligatoires, par exemple, dans ce cas-ci. Voilà. Et ici, par exemple, si je fais suivante, on va me dire que forcément, une SCI, c'est 2 associés. Donc ça, au moins, c'est une bonne chose, c'est bloquant. Disons pas pour les professionnels comme nous, mais ça pourrait être une personne qui ne saurait pas. Hop. Bénéficiaire effectif, non. Si, on va mettre aussi. Hop là. Donc là, c'est un monsieur. Hop là, commune de naissance, on va mettre Paris. Hop là. L'adresse, on va mettre la même. Et là, toujours pas de champ obligatoire. OK, donc j'ai mes 2 associés. Suivant. Description de l'établissement. Donc là, je peux mettre une enseigne non commerciale, donc rien de nouveau. L'adresse, donc notre siège et établissement principal sont à la même adresse. Des salariés, non. Hop, il me dit sans activité. Le champ sans activité que autre. Ah oui. Hop là. Donc, ajouter une activité. Donc, c'est là qu'on va, activité, oui. Mettre la date de début d'activité. Pas oublier de cocher permanente ou saisonnière. Activité non sédentaire. Activité agricole. Donc là, on va remettre acquisition et location d'un bien immobilier. Voilà. Et alors là, c'est le point de vigilance. Parce que, par exemple, dans ce schéma-là, il va falloir trouver où est-ce que je trouve mon acquisition. Et là, je peux vous assurer que pour certaines activités, on y passe un petit peu de temps. Donc, c'est dans activité de service, c'est dans la location et c'est dans la location de biens immobiliers. Et autant vous dire que là, je le fais assez rapidement, mais j'ai mis un petit peu de temps à savoir où je pouvais trouver location. Donc, location de terrain nu voilà, à titre professionnel. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est cette catégorisation-là qui va déterminer le code APE, mais également l'organisme valideur. On a eu le cas, pour petite anecdote, un déclarant qui avait déclaré crêperie, vente de crêperie. Il était à la CCI, à la Chambre de commerce. Je fais crêperie, fabrication de crêpes, je suis à la Chambre des métiers. Vous voyez, les incidences ne sont pas les mêmes, hein. Donc là, pour le coup, il va vraiment falloir être vigilant sur l'activité principale de l'entreprise et comment la déclarer à leur activité. Voilà. On ne va pas aller jusqu'au bout, mais au moins vous montrer quelques points de vigilance. Nom de domaine, toujours pas. Alors, liste des bénéficiaires effectifs. Donc, c'est là où on va renseigner nos bénéficiaires effectifs comme on le faisait sur Infogreffe. Donc là, les informations sont rapatriées par défaut. Ici, j'ai deux associés à 50-50 en détention directe. Hop là. Et en droit de faute. En détention directe en pleine propriété. Je fais pareil pour le deuxième bénéficiaire effectif. Stabilité de dirigeant, effectivement, je coche là.
Et c'est beaucoup plus simple. Il faut bien penser à remettre en pleine propriété. Ici, j'ai toujours 50. Voilà, donc j'ai mes deux dirigeants, mes deux associés. Option fiscale. Donc là, effectivement, je suis obligée d'aller chercher, mais c'est des informations sur lesquelles Vous voyez, avant, on avait le champ autre qui pouvait permettre d'indiquer qu'on n'avait pas l'information tout de suite. Là, il va falloir indiquer une option fiscale et un régime de TVA obligatoire. Donc là, effectivement, on peut indiquer si on veut être imposable sur la TVA ou non. Hop, suivant. Et là, je glisse mes fichiers. Donc, tout simplement, soit on clique sur le champ et on va chercher ces pièces, soit on les rapatrie. Donc, vous avez ici toutes les pièces qui sont déterminées par le guichet unique. Donc, dans le cadre de la Constitution, donc on a les statuts. Donc, voilà. Là, on me dit des statuts pour la personne morale nommée. Bon, on n'a pas nommé de personne morale, par exemple. Là, donc, ah oui, de toute façon, ce n'est qu'un seul. La pièce, le justificatif, la convention, vous voyez, toutes les pièces sont générées. Et ici, on me met attestation de parution, OK, et copie de l'insertion dans le journal. Donc, voilà, il va falloir, je pense, bien connaître les pièces qu'on va être amené à transmettre aux différents valideurs. Eh bien, écoutez, pour la partie démonstration, on va s'arrêter là parce qu'après, il n'y a rien de très, très intéressant. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on commence à répondre à vos éventuelles questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Alors, première question, cela signifie-t-il qu'il faille également créer des comptes auprès du guichet entreprise? Alors oui, il faut que vous créez un compte déjà de connexion. Alors ça, c'est très, très simple. Et s'agissant des paiements, alors vous avez la possibilité soit de payer en carte bleue, donc là, pas de difficulté particulière, soit de créer un compte auprès de l'INPI, de l'approvisionner, si bien que ce compte, en fait, serait débité au fur et à mesure que vous faites des formalités. À titre d'exemple, on a ouvert un compte, ça a été un petit peu long, mais effectivement, on se retrouve à avoir un compte qui est débité au fur et à mesure. Donc, vous avez les deux possibilités. J'espère avoir répondu à votre question, si c'était bien ça. Donc, ça, c'est toujours la même procédure d'urgence. Pouvez-vous repréciser les choses? La procédure, en fait, leur schéma, il est simple. Premièrement, c'est le guichet unique. On passe forcément par le guichet unique. Aujourd'hui, le guichet unique ne prend que les constitutions. Donc, dès qu'il s'agit d'une modification ou d'une radiation ou autre, on est basculé sur le guichet entreprise. Ce guichet entreprise vient, s'il venait à ne pas pouvoir générer certaines modifications ou certaines formalités, ce qui est le cas, et que ce soit donc identifié et que le guichet entreprise, guichet unique, guichet entreprise ne puisse pas remédier à ce problème-là, le plan de secours, donc en gros, on a le plan B, c'est le guichet entreprise, et le plan C, c'est de passer en version papier via les CFE, et toujours sans document signé de façon électronique. Voilà, j'espère avoir été clair. La bascule vers les CFE se fait par voie postale. Alors là, pareil, quid j'ai également entendu qu'il allait être possible de pouvoir passer en version dématérialisée sur certains CFE, mais on n'a encore pas suffisamment d'informations. Ce qu'on sait, c'est que ce sera papier. A priori, ce sera papier. Donc, vous voyez, ce qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de certitudes. Enfin, si, la réforme, elle est certaine. On sait qu'au 1er janvier, on bascule. C'est un peu la seule certitude que nous avons. Et on a beaucoup de questions en suspens, ce qui est quand même un petit peu inquiétant 2 jours avant la mise en place de ce guichet unique. Le guide des formalités sur Infogreffe restera-t-il actif? Ah, bonne question. Bonne question. C'est vrai qu'il est très pratique, notamment pour la liste des pièces, les coûts, etc. Ça va être une question sur laquelle on va revenir vers vous. Hein. De toute façon, on va lister les questions et puis on se permettra de faire une foire aux questions qu'on pourra vous envoyer par la suite et qui reprendra un certain nombre d'informations.
Le coût des rejets du greffe. Ah bah bonne question. À mon sens, il ne devrait pas vraiment changer, hein. Le greffe, pour lui, ne va pas changer de position, il ne va pas les rendre gratuits. Je ne pense pas que ce soit dans la doctrine du greffe, mais je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Pour moi, à mon sens, ça ne changera pas. Aura-t-on un compte à ouvrir auprès du guichet unique? Donc ça, j'y ai déjà répondu. Aurons-nous un accès au guichet unique lors de formalités effectuées par un prestataire? Alors, comme la formalité aura été déposée par le mandataire, à mon sens, si je comprends bien la question, c'est est-ce que l'entreprise aura un accès à la formalité via le compte de son mandataire? Je ne suis pas sûre. À mon sens, non, parce que c'est un compte qui est personnel, qui est lié au mandataire. Mais si la question, c'est est-ce que le mandataire aura accès à ces formalités, il y a un tableau de bord sur lequel on peut suivre l'avancement et notamment ce qu'ils appellent la synthèse de l'activité, ce qui est plutôt une bonne chose. Sur Infogreffe, nous n'avions pas le formulaire. Par exemple, si on oubliait d'enregistrer le formulaire, on ne pouvait pas avoir accès à la déclaration qu'on avait faite. Or là, sur le guichet unique, il va y avoir la possibilité d'enregistrer, enfin, il va s'enregistrer automatiquement ce qu'ils appellent pas le formulaire, mais la synthèse, qui reprendra toutes les informations qui sont qui vont être comment dire, synthétisées sur le guichet unique. Petit point, j'en profite également pour vous dire, les CERFA tels que nous les connaissons, hein, les M0, M2, M4, sont censés disparaître. Donc, la télétransmission entre le guichet unique et les greffes ne sera plus via un formalisme de M0, M2, M4. Mais quid des formalités qu'on doit envoyer en version papier? J'ai lu qu'on pouvait continuer sur ces SERFA-là, mais j'ai lu également qu'il faudrait passer par le guichet unique et télécharger des formulaires sur le guichet unique. Donc, une fois de plus, tant qu'on n'a pas de précision là-dessus, je ne préfère pas vous donner d'informations qui seraient erronées, hein. Donc, vous l'avez compris, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses. Voilà, on vous donne les informations telles qu'on les a, mais il n'y a pas beaucoup de certitudes, malheureusement, 2 jours avant la mise en place de la réforme. Peut-on envoyer des dossiers papier à l'INPI? Non, l'INPI, c'est que en dématérialisé. Donc voilà, non, pas de dossier papier à l'INPI. Question suivante. Qui reçoit le CABIS? Le client mandataire. Bonne question. Les premiers tests qui ont été faits, c'était le client final qui recevait. Donc, je constituais ma SCI Fontenay. C'était SCI Fontenay qui recevait le CABIS. Il faut savoir que pour le moment, mais ça va venir à évoluer, les cabinets ou les professionnels tels que vous ne sont pas, on n'est pas reconnu en tant que mandataire. Donc, même si on donne un pouvoir de notre client, etc. Donc, à ce titre-là, on n'est pas destinataire. Mais ça viendra évoluer. Ça viendra évoluer puisqu'effectivement, c'était comme ça que ça fonctionnait sur Infogreffe. Et puis, c'est tout à fait légitime. Nous payons les frais de greffe. Nous sommes mandatés par un client, donc il est tout à fait légitime que nous soyons destinataires du CABIS et des rejets ou toute information. Alors, très bonne question. Quelle est la différence entre guichet unique et guichet entreprise? C'est la même chose pour l'interrogation. Alors là, très bonne question. Le guichet unique, c'est ce qui a été créé par le gouvernement pour, au 1er janvier 2023, n'être qu'un seul point d'entrée pour les formalités. Donc ça, jusqu'à là, on a compris, guichet unique, on en entend tellement parler qu'on l'a bien compris. Qu'est-ce que guichet entreprise? Guichet entreprise, c'était à peu près la même idée, mais créé en 2009, où on avait décidé de mettre en place un guichet qui pouvait aussi permettre de faire des formalités. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, hein. La preuve, il est tombé aux oubliettes et encore aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce que c'est que guichet entreprise. Donc, il s'appelle à peu près pareil, mais aujourd'hui, pour les modifications, il semblerait fonctionner mieux que le guichet unique. Donc, guichet unique, c'est la tête de pont. Ensuite, il y a le guichet entreprise qui vient en plan de secours, mais qui n'est pas voué à rester. Voilà. Donc, c'est vrai on peut effectivement mélanger un petit peu les deux. Les dépôts des comptes devra se faire auprès de qui? Dépôt des comptes, alors c'est de la compétence de l'INPI. Voilà. Alors ça, ils ont très longtemps tergiversé, mais là, pour le coup, on est sûr, c'est l'INPI. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'INPI, à ce jour, n'est pas dans la capacité de nous permettre de les déposer. N'est pas capable. Donc, soit on essaie de, entre guillemets, et vous allez le voir en utilisant le guichet unique et guichet entreprise, on bidouille beaucoup.
on essaye tant bien que mal d'essayer de pouvoir envoyer une formalité. Alors, soit ça peut passer, mais comme ça bug beaucoup au final, la consigne qui nous a été donnée, c'est en tout cas pour début janvier, pour les dépôts de compte, c'est de les envoyer en version papier au greffe. Voilà. Et pas de signature électronique, évidemment, tant qu'on n'a pas plus d'informations sur le fait qu'ils acceptent ou pas cette signature. Alors, vous indiquez que les greffes refuseront les documents signés électroniquement et exigeront des originaux. Cela signifie-t-il qu'il conviendra de transmettre des copies numériques d'actes signés électroniquement? Ah non, ça veut dire qu'on revient à 10 ans en arrière, c'est-à-dire qu'on revient avec un document, un PV signé de façon manuscrite par le dirigeant. Donc, ça veut dire des échanges de documents dans tous les sens, ça veut dire réimprimer des documents pour les faire signer. On espère sincèrement que sur ce point-là, ça va évoluer parce qu'aujourd'hui, on voit bien que même les centres des impôts acceptent des documents imprimés, signés électroniquement. Donc, on espère vraiment que ça va bouger parce que ce serait vraiment un vrai retour en arrière et ça, c'est vraiment pas possible. Donc, voilà, on croise les doigts. Alors, concernant la création de SPFPL par action simplifiée, associé unique, comment devons-nous proposer? Cela n'est pas proposé. Ah, bonne question. Effectivement, c'est très particulier. Enfin, c'est très particulier, donc c'est pas plus particulier que ça, mais effectivement, ça sort des formes juridiques très courantes. Donc, à mon sens, ce sera par le CFE compétent. Mais ça, je me renseignerai et on reviendra évidemment là-dessus quand on répondra à la fois aux questions. C'est une question qui est intéressante. Ensuite, bonjour. Doit-on créer un compte par entité juridique ou peut-on avoir un seul compte guichet unique pour toutes les entités du groupe? Ça peut être un seul compte, en fait. En fait, c'est ce que vous allez créer, par exemple, quand vous êtes amené, même par exemple, un cabinet, par exemple, comme nous, hein, on a créé un seul compte, en fait. C'est votre compte, en fait. En fait, il faut ouvrir autant de comptes que quasiment, j'ai envie de vous dire, que de comptes créés à l'INPI, compte, comment dire, de paiement. Aujourd'hui, quand vous êtes un cabinet d'expertise comptable, une étude notariale qui avance les frais pour votre client, vous aurez un seul compte, en fait, que vous provisionnez. C'est juste à ce titre-là. Après, vous pouvez faire pour autant d'entreprises que vous avez dans votre portefeuille. Le compte, il est vraiment rattaché plus au paiement qu'à une entité juridique, en fait. Alors, si la société est immatriculée sans activité, comment faisons-nous? Eh bien, on fait la même démonstration que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais on coche sans établissement. C'est ce que je vous disais, ce n'est pas forcément très intuitif. Il faut vraiment avoir un vrai langage juridique et une vraie logique juridique pour certaines questions, hein. Alors ensuite, question suivante. Nous n'avons plus aucun contact avec le greffe. Ah, bonne question. Comment dire? Alors, vous avez toujours la possibilité d'appeler ou de contacter le greffe. Je ne suis pas sûre qu'ils vont beaucoup abonder beaucoup apporter de réponses, en fait, hein. Aujourd'hui, on nous dit clairement c'est le guichet unique pour la transmission. Les formalités, les formalités, aujourd'hui, ce qu'on a comme information, c'est qu'ils ne vont pas forcément répondre aux interrogations des déclarants. Voilà, c'est surtout ça. Alors, pour la copie de l'insertion dans le journal, doit-on attendre la parution pour la formalité? Oui, alors bonne question. On demande donc une question qui demande si on peut toujours déposer l'attestation ou l'attestation de parution ou la parution. Non, les textes n'ont pas changé. On peut faire les formalités, hormis pour les SNC, avec des attestations de parution. Donc là, ça n'a pas changé. Ça ne change pas, hein, on reste surtout sur la même chose. Ah, ça, c'est pas mal. Comment reçoit-on la facture du compte INPI? En fait, la facture, elle vient se générer directement dans l'espace client. Quand vous créez votre compte sur INPI, ça va vous générer un espace client. Toutes les factures viennent s'incrémenter là. Donc ça, pour le coup, ce sera assez simple par rapport à Infogreffe. Il suffira d'aller récupérer le document comptable dessus. En cas de création, un M0 se génère-t-il? Non, c'est ce que je vous expliquais, ce n'est plus on sort de la logique M0, M2, M4. Il parle de synthèse de la formalité. Donc, c'est une synthèse, ça reprend tout simplement toutes les informations que vous avez saisies, mais on sort du cadre du CERFA tel qu'on l'a connu pendant plusieurs années.
Comment obtient-on un CABIS? Aujourd'hui, le CABIS ne revient pas de façon électronique. Il ne revient pas de façon électronique. Le CABIS revient en version papier. Je vous disais tout à l'heure, on a bon espoir que les greffes abondent pour le coup dans notre sens et nous mettent à disposition un CABIS électronique, ce qui nous éviterait, quand la formalité est validée, d'aller se connecter sur Infogreffe, télécharger un CABIS pour s'assurer que, une fois qu'elle est faite la formalité, pour le transmettre à notre client, par exemple dans notre cas. Donc on a bon espoir que ça bouge dans ce sens-là. Le dépôt des comptes est-il obligatoirement via le guichet unique ou possible en version papier? Pour le début de l'année, c'est possible en version papier. Après, une fois que le problème sera résolu, à mon sens, le greffe ne voudra plus de version papier parce que pour eux, ça fait beaucoup aussi de manipulation, de scan et autres, hein. C'est bien plus simple pour eux de recevoir tout en dématérialisé. Pourra-t-on commander les CABIS et statuts sur le site? Toujours, évidemment. Alors, il faut savoir qu'au 1er janvier, ce qui ferme sur Infogreffe, c'est la partie formalité. Donc, ça veut dire que jusqu'au 31, toutes les formalités que vous allez saisir sur le greffe seront traitées par le greffe jusqu'à fin janvier, jusqu'au 31 janvier. Donc, ça, c'est ce qui est prévu. Et au 31 décembre, il n'est plus possible de déposer de formalités. Néanmoins, il sera toujours possible de commander des CABIS, commander des actes. Cette partie-là fonctionnera. D'ailleurs, je crois que les greffiers nous disaient encore il y a peu qu'ils allaient ajouter de nouveaux services sur Infogreffe également. Donc voilà, ce n'est pas Infogreffe qui disparaît, c'est vraiment la partie dépôt et des formalités qui disparaît. C'est pour ça que la question était intéressante tout à l'heure de savoir si le guide des formalités allait disparaître ou non. À mon sens, non, parce que les dirigeants ont toujours besoin de savoir comment faire leurs formalités. Et donc, il vaut toujours mieux mettre à disposition l'information que de les contraindre à appeler ou à contacter le greffe pour avoir ces informations qui sont disponibles sur un site Internet. Mais bon, après, je ne suis pas décisionnaire. Faut-il créer un compte guichet unique et guichet entreprise ou est-ce le même? Est-ce qu'un compte cabinet ou un compte perso? Le compte cabinet, vous ouvrez un compte. Après, un dirigeant va plutôt créer un compte perso, donc il pourra même se connecter via France Connect, hein, comme on le fait via Amélie ou les impôts. Mais dans le cas d'un cabinet, d'une étude, d'un cabinet d'expertise comptable ou de formalité, ou d'un service juridique, il convient de créer un compte professionnel, en fait. La prise de nantissement, non, c'est toujours au greffe et via leur site. Ça, je vous répondrai là-dessus, mais c'est toujours le greffe. Ça ne concerne pas le guichet unique, les nantissements. Pas du tout. Les documents transmis à l'INPI sont donc des documents signés non électroniquement et scannés. Alors, non, ce qu'on transmet sur le site du guichet unique et du guichet entreprise, ça peut être électronique, hein, il n'y a pas de difficulté. En fait, la signature n'est pas cassée tant qu'un document signé électroniquement n'est pas imprimé. Ce qui casse la signature et qui casse la chaîne de signature, c'est au moment où je l'imprime, ce document. Et c'est sur ça que s'appuie le greffe, en fait. Lui dit, à partir du moment où vous imprimez un document, il devient une copie. Et sachant qu'on n'accepte pas les copies au registre du commerce, on ne peut pas prendre ce type de document. Mais tant que je le transmets de façon dématérialisée, effectivement, c'est tout à fait accepté. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas de retour en arrière là-dessus, heureusement. Alors, comment devons-nous procéder pour un dépôt d'acte isolé? Bonne question. Vraiment bonne question. Alors, soit... Et il y a les miracles de Noël, on va peut-être avoir un miracle du Nouvel An qui fait que début janvier, nous ayons la possibilité de déposer un acte isolé, hein. On croise les doigts parce qu'il y a des très grosses opérations qui arrivent début janvier et on se voit mal dire à des très grosses entreprises qui ont prévu des fusions de leur dire non, ce serait bien de décaler d'un mois parce qu'on ne peut pas déposer pour le moment. Donc effectivement, je pense que ça va être assez rapide, mais pour le moment, il n'y a pas de réponse. Les greffes disent refuser et sur le guichet entreprise, enfin guichet unique, ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a un moment donné, quand on a un acte à déposer, il va bien falloir faire quelque chose. À mon sens, si au 2 janvier, ce n'est toujours pas possible sur l'INPI, à titre perso, ce que je ferais, c'est que si j'avais un acte à déposer, je prends contact avec le greffe et je leur demande comment est-ce qu'on procède. Et on avisera en espérant qu'on ait des interlocuteurs de bonne volonté et faisant preuve de bon sens et qu'on arrive tous à comprendre que c'est dans l'intérêt de l'entreprise et pas dans le nôtre personnellement. Voilà, on ne va pas prendre les entreprises en otage sur ce type de choses.
Alors, dans le cadre d'un changement de gérant et transfert de siège social d'une SCI au 1er janvier, envoi papier au greffe ou il faut au guichet unique. Eh bien, de toute façon, sachant que c'est un transfert de siège, qu'il est au 1er janvier, la formalité ne peut être traitée qu'au 1er janvier. Si vous avez toutes vos pièces et que vous pouvez télétransmettre le 30 au soir ou le 31, la formalité sera dans les tuyaux d'Infogreffe. Sinon, ce sera guichet unique au 1er janvier. Question suivante. Pour les dépôts des comptes, les greffes indiquent continuer à les prendre sur toute l'année 2023. Très bien. Voilà, c'est quelqu'un qui nous... C'est très bien parce que, en plus, le dépôt des comptes, il y a beaucoup d'entreprises qui le font en direct. Donc, je pense que pour eux, c'est beaucoup plus lourd de scanner les pièces et de les envoyer que d'envoyer en papier. Alors, question suivante. Alors, en cas d'erreur lors de la saisie, par exemple pour l'activité, comment procéder pour corriger? Eh bien, vous avez deux possibilités. Soit le cabis a été émis dans l'intervalle. Donc là, c'est une correction greffe. On a eu deux types d'informations. La première disait que on pouvait passer comme un rectif greffe directement. Alors ça, c'est quand notre déclaration est bonne et que le greffe s'est trompé, c'est le greffe qui agit. Si la déclaration n'est pas bonne, il faut repasser par le guichet unique, ce qui voudrait dire engendrer des frais. C'est-à-dire que les petits arrangements qu'on pouvait avoir initialement avec le greffe quand on se trompait sur quelque chose, leur demander de rectifier, ne sera plus forcément possible. Si l'erreur vient du déclarant, ce sera un passage obligé par le guichet unique et donc des frais à régler. J'ai une formalité de modification pour une SCM à régulariser au 1er janvier 2023. Puis-je le faire encore via Infogreffe? Si la date d'effet est le 1er janvier, moi je crois que je le tenterai d'envoyer le 31 ou via Infogreffe, histoire que ce soit dans les tuyaux et que le greffe soit amené à la traiter plutôt que de devoir essuyer les plates sur le guichet unique, surtout pour une SCM. Quid des cessions de fonds de commerce? Alors ça, c'est une excellente question, parce que ça va me permettre d'aborder le thème du BODAC. Les cessions de fonds, tout à fait classiquement, comme d'habitude, notre enregistrement, notre JAL, pas de souci. Le BODAC. Alors le BODAC est serait du ressort du greffe, de l'INPI, on ne sait pas encore tellement. Il se renvoie un petit peu la balle en se disant non, c'est pas moi, c'est toi. Donc forcément, on est encore un petit peu dans cette danse. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est-à-dire que vous avez un BODAC au 2 janvier, je ne sais pas où vous indiquez, enfin, je ne sais pas quoi vous dire pour l'envoi du BODAC. On ne sait pas. En tout cas, l'INPI ne l'a pas prévu. Et le greffe dit que ce n'est pas eux. Donc ça, c'est un point sur lequel il va falloir qu'on ait une information très vite, puisque comme vous le savez, il y a beaucoup d'opérations qui en dépendent. Et puis, les délais des créanciers vont se retrouver rallongés considérablement s'ils commencent à se renvoyer la balle sur ce sujet. Pareil, si on a plus d'infos, on reviendra vers vous sur ce sujet-là. Pouvez-vous indiquer le coût si Medialex fait le nécessaire près du guichet unique? Pas cher. Je vous conseille de vous rapprocher de commerciaux. Effectivement, nous, on charge des formalités. On fait au mieux, quoi. Comme vous le voyez, tout le monde va faire au mieux, en fait, sur ce guichet. Alors, question suivante. Guichet entreprise, cela concerne que les modifications d'entreprise, par exemple, transfert de siège. Exactement. Un transfert de siège, ce sera par guichet entreprise. Est-il possible de suspendre une formalité une fois transmise à l'INPI? J'imagine que oui, parce que il y a un numéro qui semble assez réactif. Et ils ont, je crois, recruté plus de 50 personnes pour répondre au téléphone. Bon, après, il faut répondre pour toute la France. Donc, ça fait quand même un certain volume d'appels. Je pense, à mon sens, qu'il est possible, il doit y avoir une procédure qui permet de stopper avant de la validation. À mon sens, il faut la stopper dans la journée parce que les informations sont transmises aux organismes valideurs dans la nuit. Donc, une fois que c'est transmis aux organismes valideurs, je ne suis pas bien sûre que ce soit très, très facile d'arrêter la machine qui est en route. Peut-on faire une copie certifiée conforme d'un acte électronique? Ah, bonne question. J'ai envie de vous dire que les greffes, pour le moment, ils disent non, non, non.
Mais pourquoi pas? Ça pourrait être une piste. Après, certifié conforme par qui? C'est la question. Ça peut être. Ouais, je ne suis pas bien sûre. Là, pour le coup, je ne tenterai pas le diable avec un acte certifié conforme. Alors ensuite, question suivante. Y aura-t-il des frais supplémentaires guichet unique ou guichet entreprise? Non. Les émoluments greffes seront les mêmes. On n'a pas eu du tout d'informations à ce sujet. Enfin, comme souvent le 31 décembre, on a une petite directive qui passe avec des frais de greffe qui augmentent. Peut-être que les frais de greffe vont augmenter, hein, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de frais supplémentaires qui sont annoncés pour le traitement guichet entreprise et guichet unique. Pouvons-nous faire les formalités en plusieurs étapes, garder le début de notre saisie, revenir plus tard? Oui, il y a une fonctionnalité qui est la fonctionnalité sauvegardée. Donc, vous pouvez être amené, par exemple, si vous vous bloquez sur une question que vous n'aviez pas anticipée avant la saisie, vous pouvez à tout moment sauvegarder et vous verrez que dans votre tableau de bord, la formalité apparaîtra en attente, en fait, et vous pourrez reprendre la saisie où vous vous étiez arrêté. La facture est-elle établie au nom du mandataire qui a déposé et payé la formalité ou au nom du client? À mon sens, elle est établie au nom du compte. C'est-à-dire, c'est un peu comme sur InfoBref, on indique les coordonnées si vous payez en carte bleue du payeur. Pour moi, c'est le cabinet, quand c'est un cabinet d'expertise ou une étude notariale et que le compte est ouvert au nom du cabinet ou de l'étude, c'est plutôt le cabinet qui sera facturé. Est-ce que la création de compte guichet unique va permettre l'accès au compte du guichet entreprise? Alors, vous allez voir lors de votre première inscription sur guichet unique, vous serez ensuite basculé sur guichet entreprise où il faudra aussi créer rapidement un compte, mais c'est très simple. Vous verrez, la création de compte, enfin de compte de connexion, qui n'est pas un compte de paiement, hein. La création de compte de connexion n'est pas compliquée. Compte de paiement, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais heureusement parce que c'est un compte de paiement. Mais compte de connexion, c'est pas. D'ailleurs, je vous invite même, pour ceux qui n'ont pas encore testé le guichet, c'est de créer votre compte et de simuler une constitution ou autre. Vous verrez, ça va vous, comment dire, vous rassurer pour ce qui nous attend. J'ai des statuts d'une société coopérative d'habitation mise à jour à déposer avec certificat de propriété dans le cadre d'une succession. Doit-on passer par le guichet unique? Vous pouvez toujours essayer, hein. Si c'est un dépôt d'acte unique, bah, je vais vous redire ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que le dépôt d'acte isolé n'est toujours pas possible. Donc non, dépôt d'acte, non. Alors ensuite, question suivante. J'essaie de regarder parce qu'il y a plusieurs fois les mêmes questions. Alors, en cas d'erreur lors de la saisie par rapport à l'activité, comment procéder pour la corriger? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on a encore, si l'erreur, à mon sens, ce qu'on nous dit depuis le début, c'est que s'il y a une erreur du déclarant, c'est repasser une formalité, donc repayer des frais. Donc, tout dépend de l'erreur. Si c'est une coquille, une lettre, effectivement, je pense que le greffe, il peut quand même rectifier une coquille. Si c'est une vraie erreur, une activité oubliée ou quoi, à mon avis, il y a une formalité à faire derrière. Est-ce qu'on doit créer un compte au guichet unique même si on passe par Medialex? Ah ben non. Si vous passez par Medialex, vous déléguez, enfin, quel que soit le cabinet, vous déléguez toutes les formalités, vous nous confiez vos actes, et puis nous, effectivement, on se charge de tout, hein. Donc, non, pas de création de compte dans ce cas-là. Voilà, bah écoutez, je vais repasser la parole à Vincent. Sachez juste que pour les questions, on va répertorier l'ensemble des questions et puis on va faire une foire aux questions sur lesquelles on essaiera d'être le plus précis possible. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir été claire. Voilà, je passe la parole à Vincent. Merci Isabelle, merci à vous tous pour votre attention, pour le très très grand nombre de questions que vous nous avez adressées. On voit que le sujet vous intéresse, vous inquiète peut-être. Nos modérateurs, que je remercie, ont sélectionné certaines d'entre elles, donc sans doute que la vôtre n'a pas été retenue. Nous allons tenter d'y répondre. Sans doute pas individuellement parce que je comprends qu'il y a quand même beaucoup de questions. Nous allons, comme l'a dit Isabelle, établir une FAQ. Et nous allons vous proposer une rediffusion de ce webinaire. J'ai vu la question passer. Oui, nous allons rediffuser ce webinaire pour ceux d'entre vous qui voudraient le revoir tranquillement, parce que nous avons dû aller à une cadence relativement rapide, vous l'avez vu, compte tenu des contraintes de temps. Et puis également pour permettre à ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui
de pouvoir l'écouter tranquillement. Donc, pour conclure, évidemment, nous, en tant que professionnels des formalités, nous sommes aux premières lignes pour les relations avec le guichet unique, hein, notamment via l'association IPACT. Nous avons la chance, voilà, moi je suis au board d'IPACT, donc j'ai un accès assez direct avec les décideurs et on est quelques-uns dans ce cas-là. On essaie évidemment de prendre en compte les intérêts des professions juridiques, des intermédiaires, pour que ça se passe le mieux possible. Les jours qui viennent vont être importants pour voir dans quel sens part la machine. Vous avez déjà compris qu'il y a un plan B et un plan C qui a été prévu, qui n'est sans doute pas satisfaisant. Nous, de toute façon, nous prenons la charge. Nous prenons la charge mentale, nous prenons le boulot. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à nous solliciter, hein, c'est important. Pas de compte à créer, pas de frais supplémentaires. Nos tarifs, vous le savez, sont extrêmement compétitifs. Surtout si vous avez un gros volume de formalités à traiter, nous faisons des remises importantes en fonction de ce volume. Donc, dans cette période de difficulté et d'incertitude, n'hésitez pas à vous reposer sur nous et nos équipes. Écoutez, je vous souhaite à tous une très belle fin d'année, un bon d'année 2023 avec le guichet unique. Et nous aurons l'occasion de reparler tranquillement. On fera un petit point d'étape dans les semaines qui viennent. Merci encore de votre attention. Merci Isabelle pour ton intervention. C'était très intéressant. Et à tous, écoutez, voilà, bon guichet unique dans les heures qui viennent. À bientôt. Au revoir.